Bonjour Monsieur Villette. Bonjour. Donc on est ici avec vous pour parler de la société des fourmis. Ouais. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? D'accord. Alors je m'appelle Paul-Xavier Villette, je suis HR Manager, donc responsable RH chez Microsoft en France. Et mon activité, c'est d'accompagner les organisations de façon à ce qu'elles performent, elles aient les meilleurs résultats possibles. Et les organisations, c'est quoi? C'est finalement les hommes qui la constituent. Et en regard, mon job, c'est d'attirer, développer, retenir les talents, donc les collaborateurs, de façon à ce qu'ils délivrent le meilleur résultat, puisque du coup, le but d'une entreprise, c'est de réussir et d'avoir des bons résultats. Pourquoi les entreprises remettent en question récemment leur fonctionnement général, et en quoi c'est un avantage en termes de compétitivité en fait? Alors, effectivement, les entreprises ont depuis quelques années, surtout depuis l'émergence des nouvelles technologies, repensé un peu leur mode de fonctionnement. Si on fait un peu d'historique sur comment fonctionnent les entreprises, au début du siècle, du XXe siècle, on était surtout sur des sociétés industrielles avec une logique qu'on appelle de taylorisation, c'est-à-dire qu'on disait que chacun devait faire exactement une tâche et serait d'autant plus performant qu'il ne faisait exactement que cette tâche, parce qu'il était professionnel et très expert. Donc ça a fonctionné un peu dans les débuts d'usine avec les chaînes de production, etc. Puis après, plus ça allait, plus on a remplacé un peu les machines, on est arrivé dans des logiques où, dans les entreprises en tout cas, on avait de plus en plus de gens qui étaient amenés à réfléchir plus qu'à faire. Et avec les nouvelles technologies, en général, il y a tellement de choses qui sont automatisées qu'on est sur des jobs où les gens sont beaucoup plus, on fait de plus en plus appel vraiment à la compétence intellectuelle des gens. C'est un premier truc. Le deuxième, c'est qu'à partir de ce moment-là, on fait appel à la compétence intellectuelle des gens, à leur libre arbitre, à leur compétences, leur capacité, leur créativité. On va avoir des gens qui ne vont pas s'épanouir dans un système qui était pensé pour des postes où les gens ils n'avaient juste à exécuter que des choses un peu basiques, entre guillemets, sans remettre en question, mais pour un moment, quand on était en usine, on n'avait pas besoin de réfléchir, on mettait le boulon, hop, voilà, puis c'était... Donc, les entreprises qui étaient structurées pour un modèle d'avant se sont retrouvées avec des structures qui correspondaient au modèle d'avant dans un modèle d'aujourd'hui, avec des gens d'aujourd'hui, avec des compétences d'aujourd'hui, avec des métiers d'aujourd'hui, avec des enjeux d'aujourd'hui, voire de demain. Donc c'est déjà pour ça qu'il a fallu changer un peu. Ensuite, une autre des causes de motivation des changements, c'est que en fait, les anciennes sociétés se sont aperçues, ou les plus vieilles entreprises se sont aperçues, que les entreprises plus jeunes, plus récentes, plus dynamiques, attiraient les meilleurs talents, étaient plus créatives, avaient de meilleures idées, et à terme allaient probablement être plus performantes que les anciennes entreprises, que les plus grandes. Donc c'est pour ça que les entreprises d'aujourd'hui et d'hier ont cherché à se remettre en question et cherchent à se remettre en question de façon à attirer les meilleurs talents et être plus performantes finalement, attirer, développer, retenir et être plus performantes. Et ça passe par quoi? Ça passe par des cadres de travail qui sont, comme on le voit ici, peut-être plus confortables pour les collaborateurs, dans lesquels on est content de venir. Il faut se dire qu'on passe quand même pas mal de temps à travailler dans la journée et dans sa vie en général. C'est mieux qu'on ne vienne pas dans un environnement tout gris, tout triste, tout... Qu'ils soient à l'aise simplement. Le fait d'être à l'aise. On propose de plus en plus de services aux collaborateurs, une salle de sport, je sais pas, on a une conciergerie, on a un pressing, on a en tout cas des services, etc. Tout ça, l'objectif c'est quoi? C'est au final de faire qu'on soit aussi content de venir, qu'on soit attractif dans ce sens-là. On mange mieux qu'avant dans une entreprise parce que c'est important, parce qu'on a envie que les gens soient bien ici. Donc ça, c'est vraiment pour rendre les gens aussi plus motivés, quelque part, au bout du bout, plus performants. C'est quand même ça qu'on recherche à la fin. Les conditions de rémunération évoluent aussi dans ce sens-là, pour essayer à nouveau d'être plus motivant et attractif. Après, ce que je dis s'applique surtout aux entreprises qui sont comparables à celles de Microsoft. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus Parce qu'on a la chance d'être une société qui marche très très bien. Et si on se compare avec nos concurrents dans tout le secteur, vous voyez, pour Amazon, pour Facebook, pour Google, pour Apple, etc., c'est la même chose. On a la chance d'être dans des sociétés qui vont bien, dans un secteur qui est porteur, et on peut se poser ces questions-là. C'est ça qui est important. Mais au-delà de ça, même les entreprises plus anciennes, les banques, les assurances, etc., se posent ces mêmes questions aujourd'hui. Le comment
avoir un environnement plus attractif, mais aussi, et là on arrive peut-être plus proche de la comparaison un peu avec d'autres types de sociétés, mais avoir un environnement qui soit plus agile, dans lequel chacun puisse avoir une zone d'autonomie plus importante, une capacité de prise de décision plus importante, pour au final être plus être plus agile pour être plus performant. Donc on essaie de faire plus d'agilité pour être plus performant. Je voulais rebondir sur ce que j'avais lu justement une conférence à propos des objectifs de Microsoft sur les prochaines années à venir. Ouais. C'était, par exemple, j'avais lu, supprimer l'idée de travailleur modèle, l'idée d'avoir un travailleur d'avoir un employé qui est exemplaire, qui travaille plus et du coup qui est mieux rémunéré pour motiver les autres et justement avoir pas une communauté mais avoir un groupe qui soit à l'aise avec les autres et pas avoir un seul héros entre guillemets qui... Effectivement, et là-dessus c'est un très bon point. On se rend compte que l'ancienne culture, soit pour Microsoft en particulier ou dans d'autres entreprises, avant on était beaucoup dans la culture de ce qu'on appelle la culture du super-héros, c'est-à-dire celui qui va résoudre tous les problèmes, qui va tout faire tout seul et qui va arriver en haut de la montagne tout seul. Le truc c'est que c'est peut-être parfois plus simple d'arriver tout seul en haut, mais c'est beaucoup plus important et intéressant d'arriver à plusieurs en haut de la montagne. Parfois c'est un peu plus long, mais au final on est toujours gagnant à jouer collectif. Et l'autre aspect de la dimension collective, c'est la diversité qui va avec. C'est-à-dire que, et là c'est un truc essentiellement humain. Il y a des études qui prouvent aujourd'hui qu'un groupe qui est constitué d'individus différents, à long terme, en entreprise, sera plus performant qu'un groupe qui est constitué par des personnes qui sont identiques, homogènes. C'est-à-dire que si vous prenez des gens qui ont tous le même parcours d'études, qui viennent tous du même milieu social, qui ont fait les mêmes études, qui ont très bons, qui ont des super notes, à la fin, ils seront moins performants parce qu'ils seront moins créatifs. Moins d'expériences différentes, moins le fait de pouvoir apporter une expérience que les autres n'ont pas vécue, qu'ils n'auraient pas pensé. C'est comme un code unique, c'est comme un modèle génétique qui va s'appauvrir à force de reproduire lui-même, à force de reproduire de façon nouvelle, s'appauvrit. C'est un peu la même logique dans une société humaine ou dans une entreprise. Plus vous apportez des expériences différentes, plus vous jouez sur le collectif, plus vous serez performant à long terme. Et il y a beaucoup d'études qui démontrent aujourd'hui. Et dans ce sens-là, effectivement, Microsoft a repensé un peu la façon dont on allait récompenser les gens, qu'est-ce qu'on allait encourager comme comportement. Et on encourage plus la performance collective, le fait de travailler ensemble, que de réussir tout seul. Une bonne communication entre les... Et derrière, exactement, le fait d'aller chercher les autres, de communiquer, d'échanger, de penser à un truc auquel on ne pensait pas, qui a été l'expertise. On ne savait même pas, parce que dans sa vie privée, on ne sait pas où il fait. Il y a peut-être, par exemple, on a eu une soirée d'entreprise il y a la semaine dernière, je crois, la soirée annuelle. Et c'est des moments un peu parfois un peu sérieux, etc. Généralement c'est plutôt fun, ceci étant. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que d'habitude il y a quelques années, on faisait venir classiquement un DJ qui animait la soirée. Ensuite, un peu plus récemment, on a commencé à prendre des DJ, des gens de l'entreprise qui, dans leur temps libre, sont un peu DJ et qui animaient eux-mêmes la soirée. Et là, on est encore allé à une étape suivante. On avait un groupe de gens qui se connaissent, mais voilà, on a fait un groupe de musique. Ils ont pris des classiques, etc. Il y a un saxophoniste qui bosse au service, une chanteuse qui bosse je sais plus, bref, peu importe. Ça rapproche les gens. Voilà, ça rapproche les gens. Et ça, à la fin, c'est aussi des gages de performance, des gens qui travaillent bien ensemble, qui sont contents, qui s'entendent de bien. diversité. Et ça va augmenter la production et la performance. Et au bout du bout, les gens seront plus contents de travailler ensemble. Oui, c'est ça, ils prennent plus de plaisir à travailler ensemble, machin, et du coup, forcément, ça fait un résultat un meilleur résultat. Un meilleur résultat à la fin. Et de travailler aussi plus en harmonie. Et à la fin, pour réussir, il faut qu'on satisfasse les clients, qu'on réponde à leurs besoins. Et la société dans laquelle on évolue, elle est diverse. Elle est multiple, elle est dans tous les sens, elle est protéiforme. Et si nous, on ne ressemble pas un tout petit peu à la société à laquelle on s'adresse, au monde auquel on s'adresse, ce ne sera pas attirant. Ce ne sera pas attirant. Au bout d'un moment, on tombera forcément à côté. Donc il y a aussi un enjeu qui est celui-là, qui est de se dire, plus on est divers, plus on ressemble à nos clients, et plus on est capable de répondre et de comprendre et de répondre à leurs besoins. Ça revient en fait à ce que vous disiez, d'avoir une politique qui va aller chercher des gens de milieux sociaux différents. De ne pas être concentré que par exemple sur les diplômes. Il y a beaucoup de sociétés qui disent moi en dessous de tel diplôme je ne prends pas. Nous on essaye d'être plus ouverts que ça. Après on va pas prendre des gens qui ne connaissent rien non plus, c'est logique. Parce qu'on va chercher. Faut prendre des candidats qui
qui montrent qu'ils sont d'une aptes et de deux motivés aussi. Exactement. Exactement. Et qu'au bout du bout, on ne veut pas être des gens qui sont tous de la même école, la même grande école, etc. Parce que à court terme, ce sera peut-être plus simple, parce que c'est plus simple de s'organiser quand tout le monde est pareil, au début. À long terme, c'est surtout moins en performant. termes de créativité, par exemple. Parce que si on recherche, je sais pas moi, le design, si on cherche les interfaces et machin, si tout le monde pense pareil, ça va être compliqué. On n'aura qu'un seul modèle de user experience, or il faut penser beaucoup plus large pour avoir une UX qui fonctionne, par exemple. Donc, ouais. Une question, en quoi est-ce que vous pensez que une entreprise, une grosse entreprise comme Microsoft peut s'inspirer de d'une société animale comme celle des fourmis dans son organisation? Alors, c'est une question qui n'est pas forcément évidente, parce que quand j'y réfléchissais, ce que je disais, c'est que il y a une différence essentielle entre la société des fourmis, la société en tout cas des insectes tout au moins, et la société humaine, c'est que il y en a un qui a une conscience, un libre arbitre, et l'autre non. L'homme, il a ça, et la fourmi, a priori, de ce que je comprends, elle va un peu aveuglément, elle se sacrifie pour le groupe, et elle avance. Elle a une vision restreinte de la société qui ne se comprend pas elle-même, et c'est juste sa vision de sa tâche, et cet ensemble de visions, ça fait plus une intelligence collective en fait. Donc, en quoi on peut s'en inspirer? On peut s'en inspirer, ceci étant, sur une logique de structure, c'est-à-dire, à un moment dans une fourmi, ce qui me semble comprendre, c'est que chaque fourmi a une tâche qui lui est dévolue et qu'elle doit réaliser. Là-dessus, il y a quelque chose d'assez comparable avec une entreprise, où chacun va avoir une tâche, va avoir un métier, en fait, va avoir une fonction dans l'entreprise, à laquelle il doit... c'est pourquoi il est payé finalement, qu'il doit réaliser ses tâches et ses fonctions. Ça, là, c'est comparable, et a fortiori, une très grande structure, j'entends en termes de nombre de personnes, comme Microsoft, on est 120 000, on doit être organisé de façon à ce que chacun connaisse un peu le périmètre de son activité. On appelle ça des descriptions de poste, chacun a une description de poste, et il sait ce qu'il doit faire. Là-dessus, on est assez comparable avec des films. En revanche, le moment où ça devient un peu différent, et c'est justement là où on arrive à la logique de créativité, c'est que si vous mettez une personne bloquée dans cette petite case en disant toi, ton job c'est exactement ça, c'est autre chose, peut-être qu'elle va le réussir un peu, mais à un moment, ce qui va faire qu'elle va s'épanouir aussi, ça va être la capacité à prendre des initiatives, à avoir de l'autonomie, à aller plus loin, et c'est là où on s'écarte de la logique des fourmis, on rentre dans ce qui fait la beauté de la nature humaine, et de donner un peu plus de liberté, et que c'est de cette liberté que va naître aussi la créativité, c'est aussi des contraintes et de liberté que va naître la créativité en l'occurrence, mais on va faire que les gens vont aller un peu plus loin, vont avoir des idées, vont pouvoir les réaliser, et c'est là que ça va être un peu différent. On va compter là-dessus aussi. Deuxième élément de comparaison qu'on a évoqué quand on discutait avant, dans une entreprise, on va avoir une logique de hiérarchie aussi, comme dans une fourmilière, si je comprends bien. Au moins, on a la reine qui va avoir son rôle de reproduction, puis chacun va avoir un peu sa fonction dans la division des tâches. Et ça va être, vu que la fourmi n'a pas de libre arbitre, et ben elle va faire ce qu'on lui demande, point barre. Nous, on va être dans la société, comme Microsoft, dans la société humaine, on va être un peu à l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin, lié à la taille de l'entreprise, d'avoir une structure, d'avoir une organisation très claire. Ouais. Mais on va devoir, parce que personne n'aime rentrer dans une case, ça amuse personne, on a tous envie d'être reconnu pour quelque chose d'autre que uniquement le fait d'être dans la case. Et ben, on va falloir qu'on propose, et là ça va être plutôt mon métier, un modèle qui va permettre à la fois d'avoir une structure qui soit pérenne dans le temps, et en même temps suffisamment flexible et agile pour que les gens puissent rentrer dans cette structure, s'y adapter, s'y épanouir, apporter le meilleur d'eux-mêmes, et donc pouvoir jouer un peu avec le cadre et avec les limites. Il faut trouver cet équilibre-là. Donc il y a un côté où c'est comparable, il y a un côté où la comparaison s'arrête parce que c'est les êtres humains qui a le libre arbitre, et il y a la créativité qui va derrière, etc. De base, la stratégie d'évolution, par exemple, les humains, ils se basent sur, par exemple, pour résoudre des problèmes complexes ou pour s'assurer un avenir, ils ont une intelligence qui est plus individuelle, qui va leur permettre de résoudre les problèmes par eux-mêmes, ils réfléchissent par eux-mêmes, ils unissent leur interprétation de ce problème-là et pour trouver la meilleure solution.
alors que les fourmis, elles rapportent un grand nombre d'informations sans les traiter, et avec ce nombre d'informations, ils gèrent les problèmes en soi. Là où c'est plus comparable, c'est peut-être avec des sociétés qu'on appelle qui sont organisées en termes d'holacratie, qui sont des structures qui sont plus plates, mais en revanche, où l'information circule très très vite, beaucoup plus, où chacun a la capacité de prendre des décisions, et à un moment, les fourmis, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est pas tant qu'elles prennent des décisions en conscience, en tout cas elles transmettent l'information à l'autre, qui va faire, etc. Et là, c'est peut-être, il y a quelque chose de plus instinctif d'un côté, et c'est d'essayer le truc de l'holacratie, c'est d'essayer de remettre ça, cette agilité-là, en revanche pour les fourmis, j'ai l'impression, après peut-être je me trompe, mais dans les entreprises. Donc ça vaut le coup de creuser un peu, de regarder un peu comment fonctionne l'holacratie pour voir ce que c'est. Avec le temps, Microsoft s'est-il déjà inspiré de comportements animaux ou de fonctionnements naturels afin d'améliorer les performances de l'entreprise, le rendement? C'est une bonne question. Alors, franchement, j'en ai aucune idée. Parce que j'avais vu par exemple des exemples. C'était dans une société de transport routier où ils devaient transporter du gaz. Et en fait, le problème, c'est qu'à cause de nouvelles technologies, soit de problèmes, ils avaient dû accélérer beaucoup le temps, réduire beaucoup le temps de transport et accélérer justement le partage d'informations et tout ça. Et en termes d'algorithmique, en fait, ce que font les fourmis, c'est que quand il y a une fourmi qui est passée à un endroit, qui trouve de la nourriture, elles vont laisser des phéromones. Et en laissant ces phéromones-là, quand une autre fourmi passe, elle sent la phéromone, elle analyse par exemple s'il y a de la nourriture, si c'est un piège, si c'est quoi que ce soit, s'il y a du danger, s'il y a quelque chose à aller récupérer, s'il y a une fourmi en danger. Et en fait, avec ça, elles ont juste à passer sur la phéromone et savoir ce qu'il y a à faire. Et du coup, ça fait que d'un point de vue même informatique, ils avaient créé un algorithme qui s'inspirait dans l'organisation du transport routier des trajets pour... Dans ce cas-là, alors, si on pousse avec cette comparaison-là strictement, on a des choses qui ressemblent à ça. Alors c'est pas aussi instinctif, mais par exemple, quand un collaborateur commercial va rencontrer un client, il va rentrer tout ce qui s'est dit dans un outil, un CRM, et il va dire, bah voilà, moi je lui ai dit ça, on a parlé de ci, il a ça comme sujet, etc. Et la personne qui va après parler à ce client, va aller dans l'outil, il va dire, ben voilà, qu'est-ce que la dernière personne qui a parlé à ce client, ils se sont dit ça, c'est ça sa problématique, ok. Donc en fait, on va avoir ça. Et cette nouvelle personne va peut-être analyser la conversation avec un nombre différent qui est lié à son métier, à son expertise. Mais en tout cas, la centralisation de l'information, le regroupement, le fait de donner à chacun la possibilité de pouvoir l'analyser en fonction de ses enjeux à lui, pourrait être comparable là-dessus. Donc effectivement, j'ai jamais pensé à ça, mais ça, pour le coup, c'est un peu comparable. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre peut-être sur des logiques peut-être de société animale, on essaye de créer des logiques de groupe, pas de horde non plus, mais en tout cas d'avoir la comparaison, elle est imposée, donc elle est imposée. J'ai jamais vraiment réfléchi à ça, mais à un moment, dans les sociétés animales, souvent vous allez avoir pas une tribu parce que ça c'est humain, mais une meute par exemple, de loups avec différents rôles dans l'organisation. Et quelque part, ce qu'on essaie de faire, et tout aussi c'est pas propre à Microsoft, mais c'est d'essayer de faire qu'une équipe, ce soit ça, il y ait un groupe qui va aussi suivre un patron, parce qu'à un moment on a besoin de ça, donc il va suivre le chef de meute, quoi, donc le patron. Sonia Nadella aujourd'hui c'est un peu notre chef de meute. Pour le coup c'est celui à qui on fait confiance pour prendre des décisions. Exactement. Et qui va être celui qui va. Et vous le voyez dans les sociétés, par exemple les sociétés des singes, c'est bien ce ça. Enfin, il y a aussi il y a toujours un peu le gorille l'idée du dirigeant, et que les autres qui va prendre une décision, que les autres vont suivre, vont lui faire confiance. Et là-dessus, il y a une reproduction, mais c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose presque d'assez naturellement humain aussi, ou animal, les deux, mais qu'à un moment, il y a cette nécessité d'avoir à certains moments celui qui décide, qui oriente, qui prend les décisions. Ça ne veut pas dire qu'il le fait de façon autocratique, ça ne veut pas dire qu'il le fait sans considérer, bien au contraire d'ailleurs, mais sans considérer l'avis des autres, mais à un moment, son rôle, ça va être aussi d'aller au front et d'être celui qui est en première ligne. Ça se voit rien d'un point de vue politique, par exemple. On a pour un président de la République, même parfois
différents types de systèmes, mais il y a souvent cette idée de dirigeants, de personnes ou au moins de groupes de personnes qui sont choisis en fait parce que, par exemple, soit des personnes plus qualifiées parce qu'ils ont passé leur vie à étudier par Qui rapport sont à des ça. sachants et C'est qui. ça. Ouais. Et là-dessus, en tout cas, c'est plutôt comparable. Voilà. Mais en tout cas, est-ce qu'on s'inspire des sociétés animales? Volontairement non, mais de fait, oui, je dirais. Parce qu'il y a pas des comportements similaires de base en Voilà, fait. exactement. Donc après on peut s'inspirer par rapport à des études, par rapport à quelque chose, même si les gens c'est leur métier. Ouais. Mais, ce qui est plutôt rare d'ailleurs, mais de base c'est plus instinctif parce que c'est un comportement qu'en tant que société, en tant que groupe, on a tendance à adopter en fait. Exactement. D'accord. Je pense, en tout cas, à ma connaissance, Ouais. après, ce que je connais moi, et Microsoft connaissait 120 000 personnes, mais à ma connaissance, il n'y a pas de comparaison volontaire, mais dans les faits, il y a des choses qui sont comparables. Ouais, c'est la nature, hein. Enfin, c'est la nature humaine et la nature animale, du coup, comme on voit ça des fourmis, d'avoir une société bien organisée comme Ouais, mais là-dessus, les fourmis sont spécifiquement bien organisées, extrêmement. Mais bon, sont considérés libre arbitre la prise de conscience. Donc, comme on disait, les fourmis, elles n'ont pas de hiérarchie définie, mais elles vont toutes dans un but commun, genre la prospérité de leur communauté. Est-ce que vous pensez que vraiment ce serait applicable totalement dans un milieu professionnel, le fait qu'il n'y ait pas du tout de hiérarchie, même si... Pour les structures plus petites, oui, vraiment. Et nous, je vous encourage à voir tout ce qui est autour de l'holacratie. Il y a des entreprises entières qui essaient de s'organiser autour de ça. Pour des entreprises, déjà avec un passé, c'est pas construit. Se changer complètement le mode de fonctionnement, c'est très compliqué avec un historique à 120 000 personnes. Surtout dans une très grande entreprise, parce que même on regarde d'un point de vue humain, on a parce que même chez les humains, si on enlevait d'un coup tous le libre arbitre de tout le monde et qu'on leur disait, enfin, qu'ils devaient s'organiser comme les fourmis, c'est-à-dire pas de conscience individuelle, ils le feraient. Par contre, on ne pourrait pas l'enlever volontairement parce que c'est quand même, c'est un bonus en tant qu'individu d'avoir c'est quelque chose qui nous tient à cœur en termes de liberté et qui arrange l'individu en lui-même. Donc on ne peut pas l'enlever directement. C'est même pas, c'est juste théoriquement imaginable, mais c'est pas concrètement faisable. Et derrière, je pense que je pense qu'on peut avoir des sociétés qui sont pensées comme ça, des entreprises qui sont pensées comme ça, qui sont pensées avec une structure très plate. De base, ça part du principe que tout le monde se met dans l'idée, que tout le monde ait la bonne volonté et la volonté de créer justement une société qui soit qui soit dévouée à juste pour le pas de hiérarchie, voilà, c'est ça. Et nous, il y a des sociétés qui se structurent dès le départ comme ça. Aujourd'hui, et c'est assez récent, je pense que ça va faire peut-être les premières, ça va faire 5-7 ans, et qui sont des petites structures. Et le jour où elles grossissent, généralement, en fait, elles doivent prendre la décision de rester à une certaine taille pour pouvoir continuer à fonctionner. Pour ne pas devoir muter et pouvoir avoir une et s'organiser différemment afin de... Et il y a un moment où, mais ça peut être un choix d'entreprise, c'est-à-dire il y a des patrons qui disent moi je veux pas que ma société elle dépasse une certaine taille parce que sinon je vais devoir ce sera plus le même travail qu'il faut. Par exemple, les gens, quand quelqu'un s'épanouit dans ce qu'il fait, et si c'est un directeur d'entreprise et qui n'a pas envie d'avoir à gérer une très grande entreprise parce que c'est pas ce qu'il aime faire, ça peut être compréhensible. Parce que c'est pas son objet, parce qu'il veut garder la proximité avec ses employés, parce qu'il veut garder la proximité avec ses clients aussi, au final, ça peut être un choix. Après, c'est selon les ambitions, mais en tout cas, sur les plus petites structures, c'est faisable. Des plus grosses, ça me paraît plus compliqué. Après, la question vous diront que l'anarchie, l'absence et de règles et de chefs, et que chacun est capable de décider pour lui-même, ça peut fonctionner pour une entreprise de 120 000 personnes qui a un enjeu commun et un but commun, ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. On ne peut pas être dans une logique d'anarchie, d'action directe. Parce que là, on a juste un but commun qui n'est pas notre bonheur individuel, qui est la réussite collective de l'entreprise. Donc à partir de ce moment-là, d'emblée, on n'est pas là-dedans. On peut faire des restrictions par rapport à un bonheur de groupe qui nous arrange en tant qu'individu. Mais là, le but, c'est plutôt d'un résultat qui est plus performant par rapport à l'entreprise. Exactement. On va essayer de porter tout le monde vers le... Donc on n'est pas sur l'individu, on est vraiment... les logiques de... les théories d'Adam Smith, etc., sur la logique de la main invisible qui vous dit que si, grosso modo, si chacun cherche à atteindre son objectif individuel, ça va nécessairement contribuer à l'objectif collectif. C'est pas forcément le cas. On a probablement besoin d'un peu plus de régulation que ça et de définir au moins ce que c'est que cet objectif collectif pour que chacun tourne plus ou moins y concourir. Et ça, c'est plutôt une opinion personnelle. En tout cas, je pense que ça fonctionne
plus comme ça. Et après, aujourd'hui, dans les plus grosses structures, il y a pas mal de grandes entreprises qui créent en leur sein des entités qui sont, elles, plus agiles. Mais c'est un petit bout de l'entreprise, c'est pas toute l'entreprise. C'est plutôt des sections, comment dire, pas des cellules, mais... Si, un peu des cellules, effectivement, ouais, complètement. Typiquement, les cellules d'innovation, généralement, fonctionnent plutôt de cette façon-là. Mais toute l'entreprise, elle, ne peut pas... Ça fonctionnerait pas. C'est surtout pour motiver par un trait particulier. Enfin, je parle avec ma propre expérience. Dans les cellules design, par exemple, j'avais fait un stage au centre Renault. Je sais que là-bas, il n'y a pas de grand patron de design qui vient analyser tout ce que fait les autres. Et c'est plus un travail de groupe avec des responsables qui transmettent plus qu'autre chose les résultats et assurent le bon fonctionnement de la cellule, juste pour voir si tout se passe bien en fait. Mais c'est plus un travail de groupe. Ouais. Sans hiérarchie. Tout ce qui est autour de ce qu'on appelle le design thinking est vraiment orienté autour de ça. De dire on crée des modèles plutôt agiles, on crée des modes de fonctionnement, des modes de réflexion à l'intérieur desquels on pourra être agile, libre et chacun pourra être autonomisé dans sa prise de décision et dans ce vers quoi il va viser. En revanche, le truc de ces modèles, à mon avis, à la limite, c'est que ça ne s'applique pas à nouveau sur des structures plus grandes. Dès que ça s'agrandit, il y a un blocage forcément parce que trop de personnes n'ayant pas un avis différent, mais une conscience de soi, du coup, qui veulent le meilleur pour elles. Et elles en oublieraient probablement, peut-être en tout cas, le vrai bonheur collectif, juste collectif, pas... Après, il faut faire confiance aux gens, peut-être qu'ils sont capables de le faire, mais ça arrive de loin, ça partirait justement d'une bonne volonté de tout le monde, d'un dévouement, à proprement parler, pour une cause commune. On n'a pas encore vu. Je crois pas en tout cas. C'est bon. C'est bon. Mais en tout cas, est-ce qu'on s'inspire des sociétés animales? Volontairement non, mais de fait, oui, je dirais. Il y a pas des comportements similaires de base. Voilà, exactement. Donc après, on peut s'inspirer par rapport à des études, par rapport à quelque chose, même si les gens, c'est leur métier. Ouais. Mais, ce qui est plutôt rare d'ailleurs. Mais de base, c'est plus instinctif parce que c'est un comportement qu'en tant que société, en tant que groupe, on a tendance à adopter. En fait. Exactement. Je pense, en tout cas, à ma connaissance, après, ce que je connais moi, et Microsoft connaissait 120 000 personnes, mais à ma connaissance, il n'y a pas de comparaison volontaire, mais dans les faits, il y a des choses qui sont comparables. C'est la nature, c'est la nature humaine et la nature animale, du coup, comme on voit ça des fourmis, d'avoir une société bien organisée comme Mais là-dessus, les fourmis sont quand même spécifiquement bien organisées, extrêmement. Mais bon, sans considérer libre arbitre, la prise de conscience, etc. Donc, comme on disait, les fourmis, elles n'ont pas de hiérarchie définie, mais elles vont toutes dans un but commun, genre la prospérité de leur communauté. Est-ce que vous pensez que vraiment ce serait applicable totalement dans un milieu professionnel, le fait qu'il n'y ait pas du tout de hiérarchie, même si... Pour les structures plus petites, oui, vraiment. Et nous encourageons à voir tout ce qui est autour de l'holacratie. Il y a des entreprises entières qui essaient de s'organiser autour de ça. Pour des entreprises, déjà avec un passé, on ne sait pas construire, se changer complètement le mode de fonctionnement. C'est très compliqué avec un historique à 120 000 personnes. Surtout dans une très grande entreprise, parce que même on regarde d'un point de vue humain, parce que même chez les humains, si on enlevait d'un coup tout le libre arbitre de tout le monde et qu'on leur disait, qu'ils devaient s'organiser comme les fourmis, c'est-à-dire pas de conscience individuelle, ils le feraient. Par contre, on ne pourrait pas l'enlever volontairement parce que c'est quand même, c'est un bonus en tant qu'individu d'avoir c'est quelque chose qui nous tient à cœur en termes de liberté et qui arrange l'individu en lui-même. Donc on ne peut pas l'enlever directement. C'est juste théoriquement imaginable, mais c'est pas concrètement faisable. Et derrière, je pense que je pense qu'on peut avoir des sociétés qui sont pensées comme ça, des entreprises qui sont pensées comme ça, qui sont pensées avec une structure très plate. De base, ça part du principe que tout le monde se met dans l'idée, que tout le monde ait la bonne volonté et la volonté de créer justement une société qui soit qui soit dévouée à juste pour le bien de hiérarchie, voilà, c'est ça. Et nous, il y a des sociétés qui se structurent dès le départ comme ça aujourd'hui, et c'est assez récent, je pense que ça va faire peut-être les premières, ça va faire 5-7 ans, et qui sont des petites structures, et le jour où elles grossissent, généralement, en fait elles doivent prendre la décision de rester à une certaine taille
pour pouvoir continuer à Pour fonctionner. ne pas devoir comme ça. muter et pouvoir Exactement. avoir une Et s'organiser différemment Ouais. afin de. Ouais. Et il y a un moment où, mais ça peut être un choix d'entreprise, de dire il y a des patrons qui disent moi je veux pas que ma société elle dépasse une certaine taille parce que sinon je vais devoir Ce sera plus le même travail que sport. Par exemple, les gens. le Enfin, quotidien sera quand plus le même, etc. quand quelqu'un s'épanouit dans ce qu'il fait, et si c'est un patron, si c'est un directeur d'entreprise et qui n'a pas envie d'avoir à gérer une très grande entreprise parce que c'est pas ce qu'il aime faire, Ouais. ça peut être Et parce compréhensible que c'est pas totalement. son enjeu, parce qu'il veut garder de la proximité avec ses employés, parce qu'il veut garder de la proximité avec ses clients aussi, au final, ça peut être un choix. Après, c'est selon les ambitions, mais en tout cas, sur les plus petites structures, c'est faisable. Des plus grosses, ça me paraît plus compliqué.